Bonjour Jacques Sapir et merci Bonjour. d'être là au Dialogue franco-russe. Vous êtes économiste, spécialiste de la Russie et des questions monétaires. J'ai vu une remarque intéressante sur votre profil Twitter concernant les sanctions. Et comme vous savez très bien, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde aujourd'hui. Et vous avez écrit que pour que des sanctions soient efficaces, et elles le sont rarement, il faut qu'un certain nombre de facteurs soient réunis, qui ne l'étaient pas dans le cas de la Russie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer cet aspect intéressant ? Alors, le premier point, c'est qu'il faut évidemment que les sanctions soient prises par un ensemble de pays couvrant une large gamme de production. Ce n'est pas le cas actuellement. En fait, on voit bien que les sanctions ne sont réellement prises que par les pays de l'OTAN, et encore pas tous. La Turquie, par exemple, n'applique pas une partie des sanctions, les États-Unis, mais que déjà dans les pays que les Russes considèrent comme faisant partie du fameux Occident collectif, comme ils disent, voilà, ou pays hostiles, le Japon et la Corée, il y a une attitude qui est beaucoup plus pragmatique. Par exemple, les entreprises japonaises font toujours du commerce avec la Russie, en particulier pour le GNL venant de l'unité de Sakhalin 2, même chose pour la Corée. Bon, bref, premier point, il faudrait qu'il y ait une quasi-unanimité des pays. On est très loin d'être dans ce cas. Le deuxième point, c'est que encore faut-il que le pays qui soit sanctionné n'ait pas des moyens importants de répondre à ces sanctions, que ce soit des moyens internes ou des moyens de rétorsion par rapport au pays qui le sanctionne. Et là, on voit que compte tenu de la position de la Russie sur les marchés internationaux, comme producteur de matières premières, alors évidemment, on pense aux hydrocarbures, à un gaz pétrole, mais il n'y a pas que cela. Il y a le bois, la Russie est un gros exportateur de bois. Il y a les métaux aussi, la Russie exporte toute une série de métaux. Et au-delà, la Russie exporte aussi des produits industriels, des produits chimiques, plus des produits agricoles, bien entendu. Bon. Ce qui fait qu'au total, sanctionner la Russie, ce n'est pas comme sanctionner l'Irak, ce n'est pas comme sanctionner l'Iran. La Russie a beaucoup plus de moyens de rétorsion. Le troisième point, c'est que eh bien, la Russie n'est pas seule. Elle est intégrée dans toute une série d'organisations. Ça va des BRICS à l'Organisation de sécurité de Shanghai. Et là, il n'est pas encore exclu de ces organisations. Tout à fait, et elle ne le sera visiblement pas. Et là, on voit aussi que la Russie arrive à contourner de manière assez facile toute une série de sanctions. Par exemple, les sanctions qui portaient sur le commerce de pétrole, qui était évidemment le commerce qui était matériellement le plus facile à sanctionner dès le départ, eh bien, ces sanctions ont été tournées par des accords que la Russie a passés avec la Chine, évidemment, mais aussi avec l'Inde, qui est devenue en quelques semaines, ça a été très rapide, un très gros acheteur de pétrole russe. Et donc, on voit que, de ce point de vue-là, l'efficacité des sanctions a été relativement faible. Après, il y a un autre point qui est important à savoir, c'est que historiquement, il y a très peu de cas dans lesquels les sanctions ont conduit le pays sanctionné à changer de politique. Très peu de cas, et cela concerne essentiellement des petits pays. Alors oui, bien sûr, on peut dire que les sanctions ont eu une certaine efficacité sur l'Éthiopie, sur le Soudan du Sud, bon, mais il s'agit de pays d'abord très pauvres et très isolés. Donc là encore, on voit que ce n'est pas le cas de la Russie, et donc globalement, ces sanctions ne pouvaient pas atteindre leur objectif proclamé, qui était de faire changer la politique russe. Et donc ça renforce le pouvoir au contraire? Alors oui, ça la renforce pour plusieurs raisons. D'abord, je veux dire que psychologiquement, ces sanctions ont eu un effet, je dirais, inverse par rapport à la population. Autant la population russe, en tous les cas les contacts que j'avais, mais ça se voit aussi dans les résultats des sondages du Vsturm, autant la population russe était plus ou moins partagée sur le déclenchement de la guerre. Si vous voulez, et il y avait une partie non négligeable de la population, alors bien sûr ça dépend des classes d'âge, ça dépend des régions aussi, qui était opposée
à cette guerre fin février et début mars, au fur et à mesure que les sanctions sont prises, eh bien on voit que ce phénomène diminue et qu'au contraire, le soutien au gouvernement augmente. Donc ça, c'est un premier point qui est tout à fait évident et qui est très clairement contre-productif. Le deuxième point qui est contre-productif, c'est que, évidemment, il y a ce qu'on appelle un effet boomerang, et ces sanctions vont avoir un effet extrêmement délétère sur les pays qui ont pris les sanctions. Alors, c'est tout à fait évident sur la question des hydrocarbures, du gaz et du pétrole, en particulier en Europe, mais c'est vrai aussi sur d'autres produits, sur la question, par exemple, du commerce des céréales. La Russie est un gros exportateur mondial de céréales et une partie des sanctions, il n'y a pas que des sanctions matérielles, il y a des sanctions qui touchent aussi les services et une partie des sanctions visait normalement le commerce par bateau avec suspension des assurances ou plutôt interdiction faite aux compagnies occidentales d'assurer des bateaux russes, toute une série de sanctions de ce type-là. Et évidemment, immédiatement, les pays qui étaient des gros acheteurs de grains russes ont protesté. On dit, mais si vous interdisez le commerce maritime des grains, ça va nous poser d'énormes problèmes. Et de fait, la Russie a trouvé toute une série de pays complaisants qui lui ont permis de maintenir un commerce important. On dit, quels sont les domaines en fait, qui souffrent le plus en Russie? On dit qu'on manque les semi-conducteurs en Russie, mais en Europe, c'est le lithium, la production de lithium qui va en souffrir. Qu'est-ce que pourriez-vous donner quelques exemples des domaines clés qui vont souffrir des sanctions et des contre-sanctions pour l'Europe? Alors, évidemment, vous avez parlé des semi-conducteurs, c'est vrai, mais on voit aussi que c'est beaucoup moins important que ce qui avait été prévu. Et la raison tient au fait que le nombre de pays qui produisent des semi-conducteurs est en fait plus important que ce qu'il était il y a 20 ans. Si vous voulez, il y a 20 ans, c'était essentiellement les États-Unis, le Japon, un petit peu Taïwan, un petit peu la Chine. Aujourd'hui, la Chine est un gros producteur de semi-conducteurs et la Chine a de bonnes relations commerciales avec la Russie, mais il y a d'autres pays d'Asie qui produisent des semi-conducteurs, par exemple la Malaisie. Et la Malaisie a passé un accord économique avec la Russie au mois d'avril dernier qui inclut la livraison de semi-conducteurs. Donc oui, effectivement, il y a moins de semi-conducteurs pour l'instant qui rentrent en Russie, mais il y en a toujours. Et il y en a toujours de manière assez importante. En fait, là où les sanctions ont été peut-être plus efficaces, mais c'est un point qui est assez secondaire, c'est dans l'automobile. Et ce n'est pas tellement la question des semi-conducteurs, comme l'on croit, c'est par exemple des pièces de voiture, des transmissions, qui, pour un certain nombre de modèles qui étaient produits en Russie, étaient importés. Alors là, se pose la question de savoir, est-ce que la Russie peut se fournir dans d'autres pays, comme la Chine? La réponse est oui. Mais maintenant, si vous voulez, vous faites une voiture qui fonctionne avec une boîte de vitesse allemande, vous voulez remplacer cette boîte de vitesse allemande par une boîte de vitesse chinoise, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en un mois, ça va prendre entre 6 mois et 1 an. Donc oui, effectivement, on voit que l'industrie automobile russe a été touchée. On voit d'ailleurs dans les dernières statistiques qu'elle redémarre. Donc là encore, ce n'est pas un arrêt complet. Au contraire, l'industrie automobile russe est en train de redémarrer. Donc, on voit bien là les limites des sanctions. Après, il y a d'autres produits. Vous avez parlé du lithium, effectivement. Et globalement, dès qu'on prétend se passer d'un produit en Russie, d'un produit sur lequel la Russie était un exportateur important, si vous vous passez de ce produit, vous faites monter le coût. Vous réduisez d'une certaine manière l'offre mondiale de ce produit, ça a immédiatement des conséquences en matière de coût. Donc, même chose sur le lithium et sur toute une série de produits, on voit que les coûts sont en train de monter. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'on voit les conséquences négatives, ce que j'appelle l'effet boomerang,
sur la question des hydrocarbures en Europe. Là, de fait, la Russie réagit aux sanctions en disant, d'abord, si vous voulez toujours nos hydrocarbures, il faudra en passer par nos conditions. Et vous savez que, par exemple, la Russie exige désormais que les sommes soient versées en devises dans une banque russe qui va après changer ces sommes en roubles auprès de la Banque centrale. Pourquoi? C'est pour éviter que les sommes soient séquestrées dans des banques occidentales. Alors, au départ, il y a toute une série de pays qui ont dit non, nous ne passerons jamais par ce système. Et on voit qu'en réalité, maintenant, pratiquement tous les pays, ou plutôt toutes les compagnies occidentales appartenant à des pays qui ont pratiqué des sanctions, passent par ce système. Donc on voit bien qu'il y a ça. Mais par ailleurs, la Russie a décidé aussi de réduire certaines de ses exportations vers les pays qui prennent des sanctions. Il y a aussi le problème de la destruction des gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2. Et donc, l'Union européenne va être en pénurie d'énergie, très certainement dès l'hiver qui vient, et de manière encore plus évidente, l'hiver prochain, c'est-à-dire sur l'hiver 2023-2024. Justement, par rapport aux perceptions, vous avez remarqué également sur votre profil Twitter que bizarrement, ou peut-être pas bizarrement puisque c'est politique, les estimations du FMI sur la Russie, les perceptions médiatiques sont assez divergentes. Comment vous pouvez expliquer? Alors, je crois qu'il faut là séparer les perceptions des organisations internationales des perceptions journalistiques. Les organisations internationales, comme le Fonds monétaire international, s'adaptent avec un certain délai aux résultats réels de l'économie russe. Donc, le Fonds monétaire international avait commencé par annoncer une récession de moins 8%, puis il avait, au début de l'été, déjà modéré ses chiffres à moins 6%, et actuellement, il a produit une nouvelle estimation à moins 3,4%. Bon, donc on voit très bien la tendance. Même chose au niveau de l'OCDE et de la Banque mondiale. Là encore, toutes ces organisations réagissent avec un certain délai. Alors, qu'il y ait des raisons politiques dans le délai, c'est probable, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi tout simplement le fait que ce sont des organismes qui veulent produire des estimations qui sont extrêmement fiables et qui donc entendent vérifier totalement les chiffres qu'ils reçoivent. Et ça prend du temps, et donc ça peut aussi expliquer en partie ce délai. Donc ça, c'est un premier point. Après, vous avez des journalistes ou des hommes politiques qui continuent de s'en tenir aux prévisions qui étaient tout à fait catastrophiques, qui avaient été faites entre, je dirais, le mois d'avril et le mois de juin. Et là, il faut dire que beaucoup des prévisions qui ont été faites, non pas par des organismes internationaux, mais qui ont été faites par des centres privés, eh bien, elles sont invérifiables. Si vous voulez, ce sont des données qui sont prises au doigt mouillé, nous dirions en français, ispataloki en russe, elles sont strictement invérifiables. Et c'est là où on peut penser qu'il y a beaucoup d'idéologie, justement, sur ce point. Vous prenez par exemple la déclaration, maintenant très connue, du ministre de l'économie et des finances français, M. Bruno Le Maire, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Outre que cette déclaration était stupide, et cela, même des gens qui sont pour les sanctions le lui ont dit sur Twitter, même, ce ne sont pas les paroles que l'on attend d'un ministre du gouvernement, il n'a pas à dire ça, bon, ça c'est un autre problème, mais par ailleurs, on voit très bien que sur les mesures financières qui ont été prises, la Russie était préparée, en réalité, face à ces mesures. Et elle a réagi immédiatement, ce qui a permis à ces mesures, en fait, d'être digérées par l'économie russe très vite, et aujourd'hui, elles n'ont quasiment plus d'effet. Donc, il y a à la fois une imprudence dans le langage
de la part du ministre, mais il y a surtout une méconnaissance de la réalité russe. Est-ce le moment d'investir en Russie ou pas? Ou pas encore? Je dirais qu'aujourd'hui, l'ensemble des indicateurs dans le domaine de l'industrie, sur les services, c'est un petit peu différent. En particulier sur le commerce de distribution, c'est un petit peu différent. Mais par exemple, sur l'industrie, l'ensemble de ces indicateurs sont bons. Ce qu'on appelle les indicateurs avancés, les fameuses PMI, sont aujourd'hui extrêmement bons. Ils indiquent une situation où l'économie russe est en train de croître. Bien. Après, sur la question des investissements, le problème se pose toujours de savoir, si vous investissez en Russie, c'est pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Est-ce que vous pourrez le sortir de Russie? Donc, en réalité, je pense qu'il y a des gens dans les pays occidentaux qui souhaiteraient investir en Russie, mais qui ne le peuvent pas du fait des sanctions. En fait, là, les sanctions pénalisent les investisseurs occidentaux et vont laisser, je dirais, la porte ouverte aux investisseurs des pays asiatiques, alors que ce soit la Chine, bien sûr, et Hong Kong, parce que je pense que certains investissements chinois passeront par Hong Kong, bon, que ce soit Singapour, que ce soit la Malaisie, que ce soit l'Indonésie, etc. Bon, l'Inde aussi, l'Inde qui est un grand pays investisseur et qui a déjà, depuis de très nombreuses années, des accords de coopération avec la Russie. Et ce qui est en train de se passer, on le voit d'ailleurs, on commence à le voir dans toute une série de secteurs, c'est le départ contraint et forcé des investisseurs occidentaux et leur remplacement par des investisseurs asiatiques. Est-ce que c'est vraiment le moment qu'on vit, le moment historique, que la Russie finalement s'éloigne de l'Europe de nouveau? Ce n'est pas la première fois en histoire humaine, mais est-ce que c'est le moment qu'on vit maintenant? C'est exactement l'éloignement de la Russie et c'est la recherche de nouveaux partenaires. Quand il y avait plusieurs politiques qui disaient qu'on fait tout pour mettre la Russie dans les bras de la Chine. Est-ce que c'est exactement le moment qu'on vit maintenant? Oui, mais je pense qu'il faut là-dessus avoir une vision un peu plus long terme. En réalité, dès les années 2009-2010, la Russie avait fait un espèce de tournant vers l'Asie, ou disons avait planifié un tournant vers l'Asie, et pour une raison très simple, c'est que les économistes russes, comme d'ailleurs leurs collègues occidentaux, comme moi-même je l'avais établi, considéraient que désormais l'Union européenne serait une zone de faible croissance, voire de croissance nulle, et que la zone qui avait le plus gros potentiel de croissance, c'était l'Asie du Sud-Est. Donc, vous regardez simplement un document qui sont la fameuse stratégie pour les hydrocarbures à l'horizon de 2030, que le gouvernement russe a publié, que tout le monde peut consulter. Si vous voulez, ce n'est pas du tout une publication confidentielle. Je l'ai étudié avec une de mes étudiantes en 2010. Bon, eh bien là, on voyait très bien que la volonté déjà de la Russie, c'était de se tourner vers l'Asie, donc Chine, Inde, Japon, Corée, etc., pour développer son commerce des hydrocarbures et de réduire la part du commerce qu'elle faisait avec l'Europe. Donc, d'une certaine manière, c'était déjà un processus qui était enclenché. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la guerre a transformé la nature de ce processus, et là où on avait, en 2010-2011, plutôt dans l'idée des dirigeants russes, un mouvement de remplacement progressif de l'Europe par l'Asie, mais où l'Europe continuerait à avoir un poids non négligeable dans le commerce avec la Russie, là, de fait, c'est une coupure nette qui est en train de s'installer. Alors, est-ce que cette coupure survivra à la guerre? Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas dans quelles conditions la guerre peut s'arrêter. Mais ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que la guerre ne s'arrêtera pas. Elle s'arrêtera nécessairement.
un jour ou l'autre. Elle va s'arrêter, que ce soit par un accord définitif, que ce soit par un accord partiel, auquel cas on serait dans une situation dite de conflit gelé, mais on peut vivre pendant très longtemps avec des conflits gelés. Regardez le cas de la péninsule coréenne. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont techniquement toujours en état de guerre. Pour autant, il peut y avoir des incidents à un moment ou à un autre, mais on n'est plus dans une situation de guerre ouverte. Donc, la guerre va s'arrêter, et à partir de ce moment, va se poser un vrai problème. Est-ce que l'Europe peut économiquement se passer de l'énergie russe? Parce que cette énergie avait une caractéristique importante, elle était bon marché. Et elle était bon marché essentiellement parce que c'était une énergie qui arrivait par oléoduc et par gazoduc. Si on remplace l'énergie russe par une énergie importée d'autres pays, alors des États-Unis, mais pas seulement, on peut penser aux pays du Maghreb, l'Algérie, on peut penser aux nouveaux producteurs d'énergie, par exemple l'Angola, le Mozambique, l'Égypte aussi. Bien. Ça veut dire qu'on va changer de type d'énergie. Grosso modo, on va substituer du gaz qui arrivait par gazoduc à du gaz liquéfié, du GNL. Or, le GNL a au minimum un surcoût de 30%. Au minimum. Et on voit actuellement que le GNL américain est en réalité beaucoup plus cher que le gaz russe. Qu'est-ce que ça veut dire? L'économie, en réalité, c'est la transformation de produits à l'aide de l'énergie et du travail humain, bien sûr. Mais l'énergie est là importante. Si vous avez des coûts de l'énergie qui montent, cela veut dire que la compétitivité européenne sera détruite. Et donc, va se poser un problème pour les dirigeants européens. Est-ce qu'ils acceptent l'idée que l'Europe va encore plus se désindustrialiser que sa situation actuelle, en particulier l'Allemagne? Et le problème se pose pour l'Allemagne, pour l'industrie sidérurgique, l'industrie chimique, etc. Est-ce qu'elle va se désindustrialiser? Ou alors, comment va-t-elle récupérer sa compétitivité? Et la seule manière, sauf évidemment à baisser les revenus de 40 ou de 50%, ça sera nécessairement de revenir à un accord avec la Russie. Alors je pense à un accord qui pourrait être du type des accords qui existaient dans la guerre froide. Dans les années 80, déjà, l'Europe recevait du gaz et du pétrole de l'Union soviétique. Et pourtant, nous étions dans la guerre froide. Et pourtant, il y avait des sanctions qui existaient. Donc, est-ce que l'on reviendra à ce type de commerce minimum, mais dont l'Europe a désespérément besoin pour maintenir sa compétitivité? Je pense que c'est l'option la plus probable, même si ce n'est pas l'option immédiate. C'est une option qui pourrait devenir une réalité dans 2 ou 3 ans. Cher Monsieur Sapir, merci beaucoup d'être là au Dialogue franco-russe. On va suivre votre analyse sur Twitter et j'invite tous nos auditeurs de le faire. Et j'espère vous retrouver bientôt au Dialogue ou ailleurs pour encore plus d'informations sur les sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.